Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans le sommet de l'éducation, apprendre et grandir dans la joie. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Sophie Rabi, qui est enseignante, autrice, conférencière, fondatrice de la Ferme des enfants, une école et un collège innovants au sein d'un éco-village à vocation pédagogique et intergénérationnelle. Bonjour Sophie, merci beaucoup de participer au sommet. Bonjour. Bonjour Emeline. Vraiment heureuse que tu puisses participer et donner un peu ton expérience de la ferme des enfants. Je l'avais visité en 2017. J'étais venue au hameau des Buis et c'est vrai que j'avais été vraiment enthousiasmée par l'environnement que vous avez ici et l'atmosphère en fait qui se dégageait de l'école. C'était vraiment très chouette. Et je voulais savoir si tu pouvais un petit peu nous parler de la vision que tu as eue au départ, en fait, quand tu as créé cette école. Alors, il y a deux facteurs essentiels qui m'ont mené à créer l'école. Ça a été d'une part l'aventure de mes parents qui ont donc fait un retour à la terre. Donc moi, j'ai grandi dans une ferme en activité. Et dans cette ferme, nous avons fait aussi de l'accueil d'enfants parce que c'était une initiative de ma mère qui voulait accueillir des enfants dans sa ferme. Et j'ai été animatrice à la ferme pendant quelques années avant d'avoir envie de créer l'école. Donc ça, c'est une chose. Et l'autre chose, c'est que je suis aussi devenue moi-même maman et c'est à ce moment-là que j'ai eu envie de créer l'école en me posant des questions sur les besoins de mon enfant et notamment comment nourrir les besoins naturels de l'enfant puisque j'étais partie dans une démarche personnelle de parentalité un peu différente dans le sens où j'ai accouché à la maison, j'ai choisi d'allaiter naturellement, de beaucoup de porter, de faire ce qu'on appelle du cododo, c'est-à-dire dormir avec son enfant, voilà, d'être dans ce parentage proximal qui nourrit des besoins de sécurité chez l'enfant. Et évidemment, la question de l'école s'est posée assez vite et je me suis rendu compte que c'était pas OK pour moi d'imaginer mes enfants dans l'école publique. Moi, j'avais la double expérience en tant qu'enfant de la ferme et de la nature et de l'école publique. Et donc, j'ai pu comparer les espaces et les propositions. Et pour moi, ouvrir une école dans la ferme, c'était vraiment prendre le meilleur de l'expérience pour pouvoir offrir aux enfants un environnement qui soit vivant et ouvert et non pas cet espace clos et fonctionnel qu'est l'école et qui me semble pas adapté à découvrir la vie dans toutes ses dimensions. D'accord. Voilà, en quelques, quelques phrases. D'accord, super. Et du coup, c'est vrai que quand on vient, on voit il y a toutes sortes d'animaux vraiment à côté des salles de classe, en fait. Donc, je crois que les enfants ont vraiment accès à tout ce qui est espace naturel et puis à la ferme un peu, assez librement finalement. Enfin, j'imagine que c'est relativement organisé quand même. Mais en fait, je me demandais si par exemple, est-ce que la ferme nourrit l'école? Enfin, dans quelle mesure, en fait, c'est pour de vrai, tu vois ce que je veux dire? Oui, oui, c'est une distinction importante parce que on parle beaucoup de ferme pédagogique depuis des années. Maintenant, c'est très à la mode, les fermes pédagogiques. Et la différence avec une ferme pédagogique, c'est que très souvent, une ferme pédagogique, c'est un endroit qui n'a pas de production. Donc, les animaux sont là essentiellement pour le plaisir des yeux et de la rencontre avec les visiteurs. Donc, on fait un petit peu une ferme pour de faux, en quelque sorte. Alors que ce qui était important dans ma démarche, c'était que l'école venait s'inscrire vraiment dans une ferme en activité qui était une activité économique pour les personnes qui y vivent, et en l'occurrence ma famille. Nous étions 4 générations dans la ferme au moment où j'ai ouvert l'école. Et donc, l'interaction avec les animaux et la terre était une interaction réelle, grandeur nature, avec une vraie production et une vraie consommation sur place. Donc, ça, c'est important et c'était important pour moi de tenter de le reproduire au hameau des Buis. Je dis tenter parce qu'on n'est pas encore au bout de ce qu'on pourrait faire en termes de dynamique ferme productive école.
Mais ce qu'on a reproduit au hameau des Buis, ça a été l'élevage de chèvres avec la production de fromage, donc une laiterie fromagerie et des chèvres laitières, un poulailler, une basse-cour qui produit des œufs qui sont vendus sur le petit marché interne du hameau des Buis. Et après, on a des poneys. Et ces poneys, ils sont utilisés essentiellement pour la relation et la communication avec l'animal et pour leur fumier très précieux pour le jardin également. Voilà. Et on essaye au maximum d'être dans une forme d'économie circulaire. Par exemple, pour ce qui concerne les poules, eh bien, elles produisent des œufs qui vont être consommés sur place et la cuisine, qui est la cantine, va produire un certain nombre de déchets de cuisine et de restes de cantine qui vont retourner aux poules. Donc, on essaye de boucler comme ça des boucles. On est très loin de l'autosuffisance au hameau des Buis et très loin de ce qu'on pourrait faire d'optimal en termes d'économie circulaire. Mais c'est un début qui demande à être amélioré. D'accord. Oui, j'imagine que vous inspirez beaucoup de la permaculture, du coup, dans votre fonctionnement global. L'idée générale de ma démarche et de notre démarche ici, c'est d'arriver à retrouver les lois et l'intelligence du vivant dans tous les domaines. Et c'est un peu aussi ce que propose la permaculture. Et de considérer que le lieu où nous vivons ou le lieu où nous agissons est comme un écosystème, est un écosystème. Et de voir comment est-ce qu'on peut être en lien au maximum avec la logique de cet écosystème, mais également pour l'humain, pour l'enfant. Donc, pour moi, c'était très important de me relier aux découvertes que nous avons faites sur qu'est-ce qui est naturel et vivant chez un enfant, quels sont ses besoins universels et comment est-ce qu'il fonctionne, et comment est-ce qu'un être humain naturel, entre guillemets, fonctionne. Et c'est pour ça que ça m'a amené aussi à étudier l'éthologie pour pouvoir comprendre comment on peut apporter au mieux des éléments qui vont nourrir les besoins de l'enfant. D'accord. Et du coup, un autre axe important, je crois, de ton école aussi, c'est le fait que ce soit intergénérationnel et que, en fait, est-ce que tu peux nous parler un peu de cet aspect-là? Parce que c'est pas très clair. Oui, alors celui-là, c'est pas forcément le plus simple ni le plus réussi au hameau des Ah Buis. oui, c'est vrai que récemment. Oui. Comme je l'ai dit tout à l'heure, au début de l'école, les premières années, nous étions 4 générations dans la ferme de mes parents, puisqu'il y avait ma grand-mère, mes parents, ma génération, puis mes enfants. Et l'école a ouvert dans ce contexte-là. Et pour moi, c'était porteur d'avoir plusieurs générations sur un même lieu. Et notamment, je voyais que les enfants aimaient beaucoup la compagnie de ma grand-mère et vice-versa. Ils étaient comme un peu attirés les uns vers les autres. Et je me suis dit, il y aurait des lieux de vie à imaginer qui mettraient en présence des personnes âgées et des enfants. Alors, j'ai absolument rien inventé et c'est pas nouveau. Les projets intergénérationnels, les projets de crèche juxtaposés à des maisons de retraite, ça existe déjà depuis longtemps. Simplement, là, l'idée, c'était de pouvoir embrasser ce projet dans le cadre des oasis en tout lieu, qui était un concept qui a été développé par mon père, Pierre Rabhi, et qui est de près ou de loin un concept d'éco-village avec un certain nombre de paramètres qu'on peut retrouver dans le manifeste pour les oasis en tout lieu qui existe, qui a été édité. Et dans cette idée, il y avait vraiment le souci des générations, de toutes les générations, et sur un même lieu de vie, donc vraiment sous forme d'écosystème pour le coup, et qui pouvait mettre en présence des enfants et des personnes âgées. Donc, c'était vraiment l'idée que ce serait tout bénéfice. C'est bénéfice pour les enfants parce qu'ils peuvent avoir autour d'eux des adultes qui ont une expérience vécue assez riche, assez longue, et en même temps une disponibilité de temps, une disponibilité matérielle que les plus jeunes n'ont pas forcément.
Et puis pour les personnes âgées, l'idée c'était qu'elles pouvaient bénéficier de la fraîcheur, de l'enthousiasme de la jeunesse, pouvoir partager des ateliers ou des lieux ou des fêtes avec les enfants. Donc ça a bien fonctionné pendant quelques années. Et puis, au fil du temps, ça s'est un petit peu étiolé. Donc, il y a toujours des personnes âgées qui sont très proches de l'école, mais elles sont peu nombreuses actuellement. Et notamment, on s'est rendu compte que c'était pas évident de faire cohabiter l'ancien et le nouveau sur un même lieu, et notamment en termes de valeurs, et de valeurs éducatives, de conditionnement, de croyances. On imagine bien, enfin, c'est un petit peu comme vivre avec ses grands-parents. On voit bien que il y a un choc générationnel qui tient au fait qu'on n'a pas les mêmes pratiques aujourd'hui qu'il y a 50 ans, 60 ans, et que certains choix que nous avons faits, qui sont des choix forts en termes éducatifs, peuvent être même choquants pour des personnes âgées. Ouais, donc on a pris un peu cette question de plein fouet, entre autres questions qui n'ont pas forcément fonctionné dans le collectif qu'on a créé. Ce qui a très bien fonctionné, c'est tout ce qui est matériel. On a réussi à construire de très belles maisons bioclimatiques, passives, qui fonctionnent merveilleusement. Tout ça est très beau. On a un jardin, on a une ferme, l'école s'est enracinée dans ce nouveau lieu. Donc, il y a beaucoup de satisfaction sur le plan organisationnel, matériel, mais sur le plan humain, intergénérationnel et relationnel, c'est plus complexe. Voilà, et ça peine à trouver son harmonie. D'accord. Ouais, je comprends. Concrètement, qu'est-ce que vous faites, vous, pour rester voilà, dans la posture que vous souhaitez avoir avec les enfants au quotidien? Alors déjà, nous sommes toujours sous l'appellation école démocratique, mais école démocratique girafe. C'est-à-dire qu'on a vraiment mis la communication non violente au centre de notre pratique, contrairement peut-être à d'autres écoles démocratiques qui vont fonctionner plus selon des organisations démocratiques plus on va dire, connues, comme le vote à la majorité, le conseil de justice, etc. Donc nous, on n'a pas ça du tout, puisqu'on est vraiment sur des principes démocratiques un peu plus récents, on va dire, qui sont inspirés de la sociocratie, de l'holacratie et de la communication non violente. Mais effectivement, c'est important de souligner que ce qui est le plus important, sans doute, dans notre école, de la part des adultes qui encadrent, enfin, font partie de l'équipe, c'est le travail personnel intérieur, dans le sens où cette école, elle est vraiment née d'une impulsion très, très forte qui était chez moi de vouloir comprendre la violence. Et dans cette quête, j'ai lu et je me suis intéressée aux travaux d'Alice Miller, qui a beaucoup décortiqué cette question et qui en est arrivée à la conclusion que l'être humain ne naît pas violent, mais il le devient par conditionnement, et notamment parce qu'il a un environnement relationnel qui est violent, et que ça ne nous saute pas aux yeux parce qu'on est habitué à cette violence, et ce qu'on appelle la violence éducative ordinaire. Donc, cette violence éducative ordinaire, pour moi, elle a été très, très importante à considérer, à prendre conscience de comment nous sommes en relation avec les enfants notamment, mais aussi comment nous sommes en relation les uns avec les autres à l'âge adulte, et aussi à l'échelle institutionnelle ou à l'échelle sociétale, puisque cette violence, elle se reporte sur toutes les échelles du vivre ensemble, y compris une nation contre une autre, puisque aujourd'hui encore, nous avons cet archaïsme terrible de faire la guerre à un autre pays lorsque nous sommes en désaccord. Donc cette violence, elle est vraiment à tous les étages. Et pour Alice Miller, il est évident qu'on ne pourra pas sortir de la violence tant que l'on ne sortira pas de la violence éducative. Et pour moi, ça a été une très grande révélation, comme une évidence. Et j'ai vraiment eu envie et besoin de consacrer toute mon énergie
à comprendre cette question, puis à voir comment on pouvait faire autrement avec les enfants. Et effectivement, ça demande un grand travail sur soi parce que quand on est conditionné, et ce de génération en génération depuis des millénaires, c'est très compliqué de sortir d'une logique systémique parce qu'il s'agit vraiment d'un système qui se reproduit inlassablement et qui de cause à effet, se perpétue. On a beaucoup de difficultés à sortir des logiques de violence. Donc, pour vraiment réformer cette manière d'être et retrouver ce que nous sommes vraiment, c'est-à-dire des êtres de soins, des caregivers, dit-on en théorie de l'attachement, eh bien, il faut prendre conscience de beaucoup de choses, de notre langage, par exemple, et c'est ce que nous permet la communication non violente, d'arriver à explorer la manière dont nous parlons et repérer toutes les petites violences qu'il y a dans le langage, que ce soit de la manipulation, du jugement, de la volonté de dominer, d'avoir raison, les prises de pouvoir que nous avons à travers notre langage. Et l'invitation étant de se réapproprier cette expression orale pour en faire vraiment une expression de soi et non pas un levier de domination, par exemple, dans les relations ou comme une arme. C'est Marshall Rosenberg qui disait que les mots sont des fenêtres ou bien ce sont des murs. Et hélas, je pense que le langage a bâti beaucoup de murs qui nous enferment les uns les autres. Donc, explorer notre manière de parler, de nous exprimer et nous réapproprier une nouvelle manière de mettre des mots sur notre réalité, qui est vraiment très subjective, parce que chacun a la sienne. Bon, ça, c'était vraiment une démarche précieuse que moi, je pratique depuis et j'explore depuis une vingtaine d'années. Et également, pour moi, ce qui a été très précieux, c'est d'aller à la rencontre de mon enfant intérieur, c'est-à-dire de la petite fille que j'étais et qui a, comme chacun et chacune d'entre nous, une vérité profonde qui, elle, n'est pas conditionnée ou n'est pas adaptée, n'est pas soumise aux aléas d'un environnement parce qu'il y a une forme d'intégrité à la base, c'est un peu notre source à chacun de qui nous sommes, cette conscience qui est là et qui fait que parfois quand on est enfant, on peut vivre des choses tout en sachant que c'est pas OK. Par exemple, il y a une part de nous qui sait que, par exemple, si mon parent me punit ou me frappe, il peut y avoir un endroit qui sait que ce n'est pas juste et que ce n'est pas adapté, que ça ne m'aide pas à grandir. Voilà, c'est un endroit qui très souvent est refoulé parce qu'on est obligé de s'adapter pour survivre et pour supporter les conditions qui sont les nôtres. Mais il y a toujours ce veilleur, ce petit endroit en nous qui est plus ou moins présent et qui sait que c'est pas OK. Que c'est pas OK de recevoir de la violence quand on est un enfant, que c'est pas OK qu'on nous fasse des demandes qui correspondent pas à nos besoins, ou que nos besoins soient niés. Voilà, donc ce travail thérapeutique intérieur, ce travail sur soi qui permet de se reconnecter avec qui nous étions vraiment, qui nous sommes vraiment et quels sont vraiment nos besoins et comment est-ce qu'on peut honorer ces besoins, eh bien, ça va passer par cette rencontre avec l'enfant intérieur et ce décortiquage quelque part de nos histoires pour comprendre comment nous nous sommes construits et adaptés, loin parfois de la vérité de l'enfant, loin de sa réalité et de la réalité de ses besoins. Donc, c'est ça aussi qui rend compétent, c'est-à-dire plus on est en contact avec cet enfant intérieur et plus on comprend les mécanismes qui l'ont amené à réagir de telle ou telle manière ou à refouler ce qu'il a ressenti, et plus on est à même aussi d'avoir de l'empathie pour les enfants qui sont autour de nous et puis une bonne qualité d'écoute pour vraiment entendre
ce qui se vit et comprendre comment on va contribuer aux besoins des enfants qui sont autour de nous. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment d'autres adultes, en fait, que les personnes qui sont là au quotidien, peuvent interagir, en fait, avec les jeunes qui sont dans l'école? Et bon, j'ai une autre question, je te la pose maintenant, je la reposerai peut-être tout à l'heure, mais est-ce que, du coup, les installations que vous avez à la ferme des enfants, que vous avez développées avec le temps, parce que je crois que vous avez pas mal de propositions en termes de, je crois que vous avez un dojo, enfin, ce genre de choses, est-ce que ça, c'est ouvert à des enfants qui ne sont pas, en fait, à l'école en temps normal, peut-être des enfants des villages? Tu vois, est-ce qu'il y a ce mouvement-là aussi d'autres, même des adultes peut-être qui veulent venir apprendre des choses à la ferme des enfants? Est-ce que c'est possible? Oui, alors peut-être pour que ce soit plus clair pour ceux qui nous écoutent, je pourrais dire un petit peu comment est installée l'école et quels sont ses grands principes, parce que aujourd'hui, il y a 45, on les appelle des citoyens plutôt que des élèves, donc 45 citoyens qui ont entre 3 et 17 ans et qui sont scolarisés ici. Nous sommes installés sur un territoire qui fait un peu plus d'un hectare, un hectare 4, je crois, avec une juxtaposition de l'école et de la ferme. Donc, elles se touchent, elles sont mitoyennes, ce qui fait que les enfants peuvent aller jusqu'aux animaux. Et l'école, c'est plusieurs endroits distincts. Donc, une partie dans un bâtiment en dur qu'on appelle le mas, parce que c'est un mas provençal, c'est un ancien bâtiment en pierre qui a été réhabilité et rénové aussi de manière bioclimatique. Donc là se trouve la cantine, donc une grande cuisine professionnelle avec une salle à manger, un espace de jeux de société, etc. Et puis au-dessus, il y a une médiathèque qui sert en fait de collège-lycée, on pourrait dire, pour utiliser des mots que tout le monde comprend, et une salle d'informatique. Donc là, c'est vraiment l'endroit plus des ados, mais c'est aussi l'endroit où on vient lire ou pratiquer sur l'ordinateur. Et puis, il y a des yourtes autour. Donc, on a 2 yourtes pour 80 mètres carrés à peu près de yourtes maternelles, donc 3-6 ans, où là, c'est vraiment le domaine des plus jeunes, qui est un domaine, lui, qui, une partie de la journée est close, c'est-à-dire que les petits ne peuvent pas aller partout dans le territoire de la ferme des enfants. Ils sont trop jeunes pour être vraiment en liberté partout. Donc, le 3-6 ans, c'est un peu un espace à part. C'est aménagé selon Montessori, donc avec tout le matériel Montessori, des espaces de mathématiques, langage, vie pratique, vie sensorielle, avec des tapis sur lesquels on peut pratiquer des activités. Voilà, donc, et autour, il y a un jardin avec des installations aussi pour jouer dehors, un bac à sable et tout ça. Et puis, il y a une grande yourte qui fait 100 mètres carrés qui, elle, est plus à disposition des 6-12 ans, donc l'âge primaire. Et pareil, il y a beaucoup de matériel, essentiellement Montessori, mais aussi on a beaucoup de fichiers freinés, etc. On a des ordinateurs aussi et coin lecture. Donc, puis un coin de sciences et de vie pratique. Donc, on a aménagé vraiment pour répondre aux besoins des plus grands, donc 6-12 ans. Et autour, il y a vraiment la nature, l'espace, des activités pour être dehors et des ateliers. Donc, un atelier de peinture et de modelage. On a une petite yourte qui ne sert qu'aux médiations. Donc là, vraiment, c'est l'espace de la girafe. Ça s'appelle chez Gigi et Chacounet, la girafe et le chacal. Et on a encore une autre yourte qui est un espace plus de rencontres où il y a des cafés philo, où il y a ce qu'on appelle la tisanerie tous les jours. Un espace où on peut venir se poser, échanger, être dans des réflexions vraiment plus un peu introspectives, avec la permanence d'un adulte qui est là pour accueillir. Et on a également une scène avec des gradins, donc un espace plus de spectacle où il y a beaucoup de répétitions, de danse, de théâtre, de toutes sortes de choses qui seront jouées
de manière très régulière. On a des scènes ouvertes, on en a 5 fois dans l'année. Et les enfants et les adolescents qui le souhaitent peuvent se produire pendant la scène ouverte. Parfois, on monte aussi des spectacles de théâtre, de danse. Là, il y a une comédie musicale, un spectacle de théâtre qui a été écrit par les ados qui sont en préparation, par exemple. Voilà, donc le spectacle a aussi pas mal de place. Puis on a des instruments de musique. On a encore une pièce qui est partagée avec les habitants où il y a, qui fait un peu de ciné-club avec un vidéoprojecteur, et aussi c'est là où il y a le piano et les instruments de musique. On peut encore faire des activités là. Et bien sûr, autour, il y a la forêt. On est dans un espace très sauvage. Il y a une rivière qui coule juste en bas, où les enfants, après l'école, dès que les beaux jours, se retrouvent avec leur famille pour la baignade. Et on a plusieurs centaines d'hectares de bois sauvages, et qui est un bois qui fait partie de Natura 2000, qui est un biotope assez exceptionnel, qui est étudié par des scientifiques et qui permet de découvrir mille et une choses. Et nous, on y fait aussi des bivouacs. Et ça, c'est un grand plaisir pour les enfants d'aller dormir dans la forêt. Voilà, donc il y a tout ça qui est ensemble. Et les citoyens, donc toutes les personnes qui cohabitent sur ce lieu, peuvent passer d'un lieu à l'autre. Ils vivent des ateliers, des activités diverses et variées toute la journée, selon un planning qui est proposé. Donc, il y a pas mal d'activités qui sont multi-âges. Ça fait partie aussi de notre pédagogie, que les âges puissent se rencontrer entre eux. Donc, des fois, il y a des maternelles, des primaires et des collégiens dans le même atelier, ça peut arriver. Quant à accueillir du public de l'extérieur, ça se produit aussi de diverses manières. Alors, tu demandais pour les adultes qui sont auprès des enfants dans l'école, ils viennent d'horizons très différents, parce que l'école est ouverte à la participation de différents publics. Les parents peuvent participer, on les appelle dans ce cas des parents contributeurs, et ils proposent par exemple des ateliers, ou d'assurer la maintenance de l'école, faire du bricolage, s'occuper un peu de la ferme ou de la cantine avec le cuisinier. Donc, ils sont très actifs à l'intérieur de l'école. Il y a aussi le fait qu'on accueille dans l'équipe des jeunes qui sont des apprenants, mais qui viennent exprès pour vivre l'expérience auprès de nous à la ferme des enfants. Et on a des dispositifs, donc on fait partie du dispositif service civique français, service volontaire européen. Donc on a un agrément pour 3 de chaque. Et on accueille aussi des bénévoles, donc qui sont plus des jeunes qui ne rentrent pas dans les dispositifs, mais qui ont une grande volonté de se former à la pédagogie, d'apprendre, d'être là auprès des enfants, de contribuer. Donc c'est tout ce petit monde qui cohabite. Et en plus de ça, il y a beaucoup de passages. Donc, pour donner un peu une idée de ce qui peut se passer dans cette école, cette année, on a eu au mois de janvier, par exemple, une semaine avec une danseuse japonaise qui s'appelle Kaori Ito, qui est une danseuse assez réputée, qui est venue pendant une semaine faire une sorte de résidence artistique ici. Donc, c'était un échange, parce qu'elle voulait récolter un peu de la matière pour un spectacle avec les enfants, sur la thématique des enfants. Et son compagnon, qui est acrobate, est venu aussi, et ils ont proposé plein d'ateliers. On a de la danse à l'acrobatie, en passant par le japonais. Voilà, donc des semaines comme ça, très riches à thème. Ce sont des choses assez communes chez nous. Il y a eu récemment un ancien de l'équipe de C'est pas sorcier, un journaliste scientifique, qui est passé avec sa tiny house, et qui, pareil, a proposé un certain nombre de découvertes de son métier de journaliste scientifique. Et puis, il a expliqué aux enfants le sens de son voyage, etc. Donc, c'est aussi beaucoup basé sur la rencontre et sur les opportunités, parce que comme c'est un lieu ouvert et que c'est un lieu vivant, là, en ce moment, il y a, par exemple, des gens qui voyagent, des gens qui sont à la retraite et qui ont choisi d'apprendre le métier de roulotier. Donc, ils ont acheté des chevaux de trail, se sont formés à l'attelage, et puis ils sont partis en voyage avec une roulotte. Donc, tout ça est très intéressant, tout ça est très nourrissant pour les enfants.
et ils profitent de ce cadre. Et puis pour le reste du temps, c'est-à-dire les vacances scolaires, on a créé un organisme qui s'appelle l'Université Vivante et qui permet d'accueillir des personnes comme des enseignants, des éducateurs. Il y a beaucoup de parents aussi qui viennent se former soit aux pédagogies, soit à la gouvernance dynamique ou d'autres thématiques que l'on propose ici, la communication non violente, etc. Donc ça, c'est un peu plus, on va dire, l'école d'été et à destination des adultes. Génial. En fait, je te posais la question parce que tu vois, dans un des livres de John Holt, tout à la fin d'un de ses bouquins, il raconte l'expérience d'un centre social qui était à Londres dans les années 1920. Et j'ai toujours trouvé ça passionnant parce qu'en fait, il raconte que en fait, c'était ouvert à tout le monde. Au départ, c'était vraiment dans un esprit d'attirer, entre guillemets, les mamans qui étaient d'un milieu modeste pour qu'elles viennent faire voir leurs enfants, que les enfants puissent faire du sport, de la piscine et tout. Et je trouvais ça génial parce qu'il racontait que du coup, en fait, autant les adultes que les enfants pouvaient venir en fait profiter des installations sportives, mais aussi apprendre des choses et tout, et que c'était vraiment mélangé justement au niveau des générations en fait. Et je trouvais ça assez magique parce que en fait, je vois bien l'intérêt pour les enfants de tout ça, vraiment. Et je me dis, ma question, c'est toujours comment les adultes, eux, ils trouvent leur compte, même si je peux le voir, évidemment, en tant que maman qui accompagne des enfants, je vois bien que j'apprends des choses tous les jours et c'est génial. Mais en même temps, tu vois, parfois, je me dis peut-être que pour les adultes, parfois, ça peut être un peu frustrant de ne pas aller à leur niveau dans les apprentissages aussi. Et peut-être qu'il y a des adultes, par exemple, des parents qui fréquentent l'école et qui se disent, bah, moi aussi, j'aimerais bien je sais pas, apprendre à faire le pain avec les boulangers comme les enfants le font, tu vois. Et là-dessus, en fait, je sais pas, j'ai pas vraiment de questions en fait, mais je sais pas si toi, tu as, quelque chose à dire là-dessus. Enfin, comment tu vois, comment les adultes ils trouvent leur compte et comment est-ce qu'on peut ouvrir un lieu comme ça à d'autres adultes, à ce que les adultes eux aussi puissent vivre cette expérience que peut-être ils n'ont pas eu la chance de vivre étant enfants parce qu'ils sont allés à l'école classique et qu'ils n'ont pas appris ce qui les intéressait, mais ce qu'on leur a imposé. Et même si en tant qu'adulte, on a une certaine liberté d'aller vers des apprentissages, c'est vrai, mais pas dans cette atmosphère un peu de liberté, d'émulation par le fait qu'on est, tu vois, on regarde un peu ce que font les autres. Tu vois ce que je veux dire? Bon, c'est pas vraiment... Oui, oui, oui. Oui, mais dans les faits, ça se passe et ça se vit parce qu'il y a toujours des adultes qui voyagent de lieu en lieu, ou qui se questionnent et qui aboutissent ici à un moment donné ou qui se sont donné du temps justement pour aller découvrir des choses nouvelles et que ce soit des woofers, donc avec le mouvement, l'Organisation internationale du woofing, qui viennent pour la ferme, donc travailler soit au maraîchage, soit auprès des chèvres. Soit des étudiants aussi, des chercheurs, des stages professionnels. Il y en a, la boulangerie a une équipe qui est très ouverte parce qu'on a aussi un fournil voilà, avec une scope qui compte 5 boulangers. Donc, ils sont, voilà, c'est vraiment une organisation professionnelle, mais qui est ouverte aussi à la découverte. Donc, il y a régulièrement des gens qui vont pétrir avec eux, notamment nos stagiaires de l'Université Vivante. L'été, ils sont toujours très friands d'aller se lever à 4 heures du matin pour aller faire le pain avec les boulangers. Donc, ça se fait assez naturellement, finalement. Après, on pourrait toujours imaginer un lieu encore plus opérationnel, encore plus efficace pour accueillir aussi les adultes. Mais voilà, nous, on y va pas à pas, puisque au début, l'école, elle accueillait que maternelle primaire, puis après, elle a rajouté les ados, puis les jeunes adultes. Et voilà, on va tranquillement. Ensuite, on a créé l'université vivante et on va tranquillement vers ce multigénérationnel là, parce qu'effectivement, je suis tout à fait d'accord qu'on apprend à tout âge et on a besoin de pouvoir se relier à ces espaces d'apprentissage à n'importe quel moment de notre vie. Et du coup, si on parle un peu justement alors des jeunes qui sont plus âgés, qui sont dans le collège-lycée, je crois que vous l'appelez Colivie, c'est ça? Vous avez trouvé un nom entre les deux. D'accord. Et du coup, alors comment ça se passe pour eux? Est-ce que ils ont enfin, est-ce qu'ils suivent plus ou moins les programmes d'éducation nationale? Je crois qu'il y a aussi un partenariat. Enfin, j'ai vu ça dans plusieurs écoles démocratiques que certains suivent en fait des programmes américains en fait. Peut-être que ça Oui, permet d'éviter le problème de suivre le programme d'éducation nationale. Je ne sais pas du tout. oui.
Alors oui, pour les plus grands, donc nous, on est passé effectivement d'une école démocratique où les citoyens étaient vraiment libres pour apprendre, hein, tel que l'exprime l'intention de l'école démocratique et le livre de Peter Gray, Libre pour apprendre. Donc on est passé, on a vécu ça pendant 3 ans. Ça a été assez houleux à tout point de vue. Et en même temps très très riche comme expérience parce que voilà, on a vraiment mis à l'épreuve qu'est-ce qui se passe pour un enfant ou un adolescent quand il est totalement libre pour apprendre, sachant que ici c'est un environnement riche où il y a mille et une propositions. Et donc les enfants et les adolescents pouvaient se relier à ces propositions-là, mais de manière vraiment individuelle, spontanée. Et puis et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une sorte d'offensive nationale à l'encontre des écoles démocratiques, hein, euh, dont nombre d'entre elles ont reçu une mise en demeure de transformer leur pédagogie ou de fermer, où il y a des familles qui ont eu aussi une injonction de rescolariser ailleurs, considérant que l'école démocratique ne pouvait satisfaire le besoin d'instruction tel qu'il est défini dans les textes de l'éducation nationale. Donc, on a transformé et aujourd'hui, on a des temps formels d'apprentissage tous les matins, que ce soit pour les primaires ou pour les collégiens, lycéens. Donc, à Colivy, il y a un emploi du temps sur la semaine qui permet d'explorer les matières principales avec des professeurs spécialisés dans leur domaine. Donc ça va se passer sur les matinées. C'est minimum 2 heures de cours, des fois c'est 3, en français, en langue, en histoire géo, en mathématiques, sciences. Donc on a comme ça la possibilité de rejoindre ce fameux socle commun de compétences qui est demandé par l'institution. Mais à côté de ça, ben, évidemment, ils font beaucoup, beaucoup de choses librement et librement consenties. Enfin, ils choisissent leurs ateliers, ils choisissent leurs projets, leurs initiatives. Et pour ceux qui voudraient avoir un diplôme final et qui n'ont pas l'élan de préparer le bac, on a effectivement cette possibilité d'avoir une double inscription à la fois à la ferme des enfants et à Clones-Lara, qui est une école américaine. Et donc, ces jeunes préparent le high school diploma au final, et ils auront l'équivalent du bac avec une possibilité de rejoindre les universités ou les écoles qui les intéressent à partir de là. Donc, c'est génial, ça marche très bien, c'est très fonctionnel, c'est très bien pensé et ça permet surtout de valoriser ce qui en général n'est pas valorisé dans notre système. Ce sont les passions, les centres d'intérêt, les élans personnels des jeunes, parce qu'il y a un certain nombre de matières qui sont laissées au libre choix et qui vont contribuer à la validation du diplôme final. Donc, quelqu'un qui est passionné d'équitation, par exemple, et va pouvoir valider que l'équitation va compter, va être créditée pour obtenir le diplôme final. Donc, c'est vraiment un système hyper intéressant. Ouais, c'est chouette. Et je crois que vous avez aussi, il y a plusieurs corps de métier en fait qui sont comme représentés au hameau des Buis, c'est ça? Non, il y a un menuisier, c'est ça? Et donc les boulangers, on en a parlé. Et donc les jeunes, du coup, peuvent un peu se rendre compte déjà de ce que ça veut dire de travailler avec ces artisans. C'est globalement des artisans, c'est ça? Oui, alors ça aussi, c'est en progrès parce que en ce moment, par exemple, il n'y a pas de menuisier à la ferme des enfants. Il y a la boulangerie, mais qui est en mutation aussi. Il y a les chevriers. Donc, les enfants, ils ont la possibilité de participer par moment à des ateliers avec les chèvres. Et il y a le jardin, la permaculture. Ils ont un jardin pédagogique avec un intervenant qui est là pour accompagner. Et puis, c'est vraiment au gré des opportunités, en fait, hein, que les choses se font et se mettent en place. Donc, il y a rien qui est figé ou qui est définitif.
Parfois, il y en a qui sont passionnés de cuisine, alors ils travaillent beaucoup à la cantine. Il y en a d'autres qui se vouent une passion pour les chèvres. Il y en a qui ont des aspirations qui ne sont pas nourries sur place et il faut aller chercher les ressources ailleurs. Je pense par exemple à un moment donné à un jeune qui était passionné d'aviation. Bon, bah, il a fallu l'accompagner dans le petit aérodrome local pour prendre les informations, savoir comment passer son permis. Et puis là, il s'est rendu compte qu'il aurait besoin des mathématiques, donc ça l'a motivé pour faire des maths, et etc. Donc, c'est pas le lieu ne prétend pas nourrir tous les besoins ni répondre à toutes les aspirations, mais c'est un peu un tremplin pour aller chercher ensuite de la ressource à l'extérieur si nécessaire. D'accord. Et il y a une question qui me vient, qui n'est pas tout à fait liée, mais c'est est-ce qu'en fait, il y a comme une sorte on n'a pas du tout parlé de vos instances, enfin de comment vous fonctionnez. Peut-être que ce sera avec d'autres intervenants qui parlent d'école démocratique, mais en tout cas, est-ce qu'il y a comme une sorte de service comme obligatoire malgré tout, tu vois, est-ce qu'on doit rendre service? Est-ce que tous les jours, on se dit, voilà, aujourd'hui, bah, c'est moi qui fais à manger, demain, c'est moi qui balaye la classe, et après-demain, c'est moi qui m'occupe des chefs. Comment ça se passe là-dessus, en fait? Sur la participation à la vie collective concrètement? Alors, comme dans toutes les écoles démocratiques, on a des règles. Et ces règles bah, imposent certains gestes ou certaines actions du quotidien pour rendre l'organisation plus fluide ou plus fonctionnelle, plus agréable pour tout le monde. Mais au niveau vraiment de tâches dans le sens de fonction, c'est plutôt les colliviens, donc à partir de 12 ans, où ils vont avoir vraiment des petites responsabilités. Par exemple, ils sont 100% responsables de leur lieu de vie. Donc là, c'est eux qui font le ménage, le rangement, le tri, le classement des livres et tout ça. Bon, de temps en temps, l'équipe, pendant les vacances notamment, repasse un petit peu derrière tout ça pour remettre vraiment de l'ordre. Mais sinon, au quotidien, c'est vraiment les ados qui le font. Ils ont aussi une petite cagnotte qui leur a permis, par exemple, de partir en séjour. Et là, ils sont responsables bah, de trouver des activités lucratives leur permettant de remplir leur cagnotte. Donc, ces derniers mois, ils ont vendu des préparations culinaires au marché. Donc là, c'est pareil, hein, il faut préparer, il faut mettre en forme, il faut conditionner parfois, aller vendre sur le marché, et ça, c'est eux qui le font. Et puis, chez les plus jeunes, on n'a pas... En fait, on a remarqué, on a beaucoup, beaucoup discuté en équipe de ces questions, par exemple du ménage, et on s'est rendu compte que on est quand même très attaché à la notion de période sensible qui est définie par certains pédagogues, dont Maria Montessori. Et on a vu que la période sensible de sentir responsable d'un lieu, c'est pas forcément si jeune. Autant avec les ados, ça fonctionne hyper bien. Et pour, pour, euh, pour tout dire, moi qui suis responsable de cette tranche d'âge, je ne suis quasiment jamais là au moment où il faut remettre de l'ordre dans le collège, lycée, à Colivy, mais parce que je sais qu'ils le font d'eux-mêmes et je n'ai pas besoin d'être là en superviseur. Il y a une sorte d'autocontrôle qui se donnent les uns les autres avec beaucoup de bienveillance en plus. Et quand vraiment ils constatent qu'il y a un problème dans le système, on a un moment lundi matin où on se retrouve tous pour parler d'éventuelles tensions qu'il pourrait y avoir dans l'organisation. Et c'est à ce moment-là qu'ils vont me dire, oui, bah, Sophie, il faut qu'on trouve une solution pour tel problème. Par exemple, quand il y a un absent, parce qu'il y a une roue des tâches, par exemple. Donc, s'il y a un absent dans la roue des tâches, ben, on ne sait pas qui prend sa place, etc. Donc, on trouve une solution ensemble. Et là, ils sont créatifs et on met en œuvre immédiatement. Donc, l'autonomie, enfin, le sens du mot, pour moi, a vraiment toute sa place à partir d'un certain âge, je dirais 12-13 ans.
Avant, je me suis rendu compte que c'était plus complexe. Alors, bien sûr, il y a des automatismes qui peuvent se prendre, même des tout petits. Par exemple, les enfants chez nous, ils ont pris l'habitude d'enlever leurs chaussures avant de rentrer dans un lieu. Et ça, il n'y a pas besoin, enfin, c'est automatique. D'ailleurs, ce qui est moins automatique, c'est de les ranger sur l'étagère. Alors, des fois, il y a une petite montagne de chaussures devant la porte. Mais en tout cas, voilà, ça, ce sont des petites choses qu'on peut installer assez facilement. Tout comme dans la pédagogie Montessori, ben, on sait que on va chercher un tapis qui est bien enroulé pour travailler sur le tapis, puis après on l'enroule à nouveau, puis on le ramène. Et ça, ça fait partie des automatismes qui sont très faciles à installer chez des plus jeunes. Mais après, quand tu as endossé des responsabilités pour le collectif, je crois il y a un âge. Et d'ailleurs, on a aussi une réflexion sur la gouvernance, parce que dans les écoles démocratiques, il est dit que ce sont tous les enfants qui gouvernent le lieu. Et dans la réalité, ce que j'observe, c'est qu'on greffe les rames, en fait, pour arriver à intéresser les enfants à la gouvernance d'un lieu, parce que je crois que ça ne va pas de soi, ça ne leur est pas forcément naturel. Nous, on a l'impression peut-être à partir de l'endroit de nous qui a été frustré, que ce soit que les adultes qui décident pour nous et qui prennent les décisions, ben on se dit waouh, un lieu où les enfants décident, prennent les décisions, organisent le lieu, c'est génial, c'est quelle ouverture, quelle liberté. Sauf que l'enfant qui est déjà libre depuis qu'il est né ou qui est déjà écouté et respecté, eh ben, il ne le voit pas forcément comme ça. Et les conseils d'école, par exemple, avant, chez nous, ils étaient obligatoires, donc effectivement, il y avait tout le monde, mais il y avait beaucoup de contraintes dans le sens où les enfants qui n'avaient pas envie d'être là, il fallait ramener sans cesse leur attention, leur rappeler le sens de la réunion, etc. Et il y avait quelque chose chez eux qui disait, oh, nous, on n'a pas envie, c'est long, ça ne nous intéresse pas forcément. Mais comme on était dans un idéal démocratique et puis de pédagogie institutionnelle à ce moment-là, plus, alors on obligeait tout le monde à être là et on n'entendait pas cette part qui n'était pas d'accord. Mais depuis depuis 2016 et qu'on a une réflexion beaucoup plus ouverte sur la liberté de l'enfant, lorsqu'on a dit le conseil d'école n'est plus obligatoire, eh bien, on a vu le conseil d'école tout simplement déserter. Et il y a peu de citoyens qui s'intéressent à la vie démocratique en tant que système comme ça. Autant ça les intéresse, vraiment, ils se sentent concernés par ce qui peut les toucher vraiment ou les impliquer dans leur quotidien. Et ce qui fonctionne le mieux, d'ailleurs, les questions qui sont les plus amenées en conseil d'école, ça va être les demandes d'achat, par exemple. Parce que bah, voilà, ils veulent faire quelque chose et ils ont besoin du matériel qui est en lien avec ce projet. Et les projets, oui, c'est très vivant pour eux et ça a du sens. Par contre, savoir, je sais pas moi, résoudre une question éthique, de savoir qu'est-ce qu'il faut manger ou pas à la cantine, ou peut-être mon exemple n'est pas très bon, mais savoir si les plus jeunes sont plus en sécurité comme ci ou comme ça, ben, on a si je suis sincère, j'ai pas l'impression que les plus grands ou même se sentent vraiment concernés par ça, ni n'aient le goût de gouverner. Et c'est ça aussi qui, moi, m'intéresse beaucoup. C'est que je vois que euh, quand j'ai commencé il y a 20 ans, peut-être on était plus dans des formats conventionnels. Et lorsque je demandais, par exemple, qui veut être président du conseil, j'avais 15 mains qui se levaient, qui disaient moi, 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 moi. Comme nous, on a pu le vivre, je me rappelle à l'école publique, dès qu'il y avait une ouverture qui nous donnait un peu enfin, qui valorisait un peu notre identité, notre subjectivité, et où on pouvait avoir une expression personnelle, oh, vraiment, on voulait participer. Il y avait toujours pas mal de volontaires qui se levaient la main pour gagner même, pour être celui qui va représenter les autres, pour être... Et là, je me suis rendu compte que lorsque on n'est plus dans cette forme de compétition entre personnes, parce qu'il y a des places à pourvoir qui sont plus des places de responsabilité ou de pouvoir, il n'y a pas le goût du pouvoir, en fait. Et ça, c'est hyper intéressant.
Il n'y a pas le goût du pouvoir. En fait, je me aperçois que le goût du pouvoir n'est pas quelque chose de naturel pour l'enfant et l'adolescent, dès lors qu'il est déjà reconnu, qu'il est déjà valorisé en tant que personne, qu'il est déjà entendu dans ce qu'il est vraiment. Mhm. Il n'a pas besoin de prendre une place de dominant ou une place plus visible ou plus rayonnante, à tel point que aujourd'hui, si on demande qui va être président du conseil, personne ne lève la main. Et il y en a un qui va finir par dire, bah, s'il faut rendre service à la communauté, je veux bien le faire. Et Mhm. c'est complètement différent, c'est pas du tout les mêmes énergies. Oui, c'est Voilà, clair. donc ça démonte un peu quelques peut-être fantasmes sur ce qu'est une école démocratique dirigée soi-disant par des enfants. Mais la réalité, c'est que j'observe que les enfants et les ados, avant un certain âge, ne sont pas tellement intéressés par la gouvernance. Mhm. Oui. Mais peut-être c'est vrai que quand on a la sécurité, comme tu dis, de savoir que nos besoins vont être entendus, finalement, on n'a pas besoin de se hisser à une place où on va faire valoir nos besoins. Si on sait qu'ils vont être entendus de toute façon, on peut s'occuper d'autre chose que de ça, quoi. Exactement, exactement. Enfin, ça me Ouais. rassure ce que tu dis parce que moi, j'essayais d'intéresser mes enfants à ça, un peu à la gouvernance de la maison, à leur niveau. Et c'est vrai je voyais qu'ils en avaient vraiment, mais rien à faire. Je me dis, ben mince quand même, qu'est-ce que je fais de travers? Du coup, Ouais. ça me rassure. C'est ça. C'est vraiment, ça part vraiment, je pense, de nos histoires et de nos idéaux en disant, ben, moi, j'ai pas eu la parole, j'ai pas eu le droit de décider des règles, j'ai pas eu le droit de prendre des initiatives tellement dans la maison ou pour le budget familial ou le budget de l'école. Euh, et donc là, on se dit, oui, vraiment, on va révolutionner tout ça et on va donner tout ça aux enfants d'aujourd'hui, sauf qu'ils ne sont pas dans les mêmes, dans les mêmes réactions que nous, finalement, parce qu'il n'y a pas ce conditionnement à la base. Puisque tu t'occupes des ados, qu'est-ce que tu vois comme vraiment besoins spécifiques qu'ils auraient et auxquels être attentifs, nous, en tant qu'adultes qui en fréquentons éventuellement ou qui les accompagnons au quotidien Alors, nous, cette année, on a expérimenté quelque chose de très, très important. On a fait en début d'année un séjour de cohésion. Donc, la cohésion de groupe, je pense que c'est vraiment quelque chose de très fort chez l'ado. Parce que il peut y avoir, si ça n'est pas stimulé quelque part ou s'il n'y a pas la possibilité de se retrouver ensemble, il peut y avoir un endroit chez l'ado qui se rétracte un peu. Peut-être, ça rejoint peut-être le complexe du homard dont parlait Françoise Dolto. C'est cette difficulté à être interface entre la société et soi et son intériorité et d'arriver à trouver sa place dans le groupe tout en restant soi. Et il peut y avoir un endroit qui renonce ou qui se rétracte si on ne prend pas la peine de nourrir ce besoin. Et pour nous, ce qui marche, ce qui a vraiment très très bien fonctionné, c'est le séjour de cohésion où on sort de l'école, donc on sort du quotidien et on va ensemble se confronter à un environnement qu'on ne connaît pas, dans lequel il va falloir organiser tout, hein, les repas, le couchage, etc. Donc nous, on a fait un séjour d'une semaine en début d'année et ça nous a changé la vie. À partir du moment où ce séjour de cohésion a été mis en place, euh, eh bien, on a toutes les problématiques qu'on a pu se poser d'autres années par rapport à comment stimuler la rencontre, la connaissance des autres, la coopération, la curiosité d'aller vers celui qui ne me ressemble pas, etc. Bah, tout ça a été en quelque sorte en grande partie résolu par cette cohésion. Donc le mot cohésion, pour moi, il est devenu très important avec les ados. Après, ce que je vois aussi, c'est qu'il y a un besoin, et là ça rejoint Maria Montessori, d'être dans le réel, de sortir de cette exploration intellectuelle qui est très vivante chez les 6-12 ans, pour aller de plus en plus vers des vrais projets. Donc peut-être favoriser la pédagogie de projet, où on va vraiment créer une pièce de théâtre, où on va vraiment organiser un voyage, où on va vraiment produire des choses qu'on va vendre sur le marché, où on va se confronter à de vrais animaux,
à de vraies rencontres avec des humains qui vivent pas forcément dans l'école, etc. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui nourrit un endroit chez l'ado qui est très vivant. Et là, notre défi en ce moment, nous, ça serait aussi d'aller vers de la spécialisation. Je pense que on n'est plus à l'âge des explorations génériques, de, de, de tout ce savoir un peu uniformisé qu'on va explorer en maths, en français, en histoire géo. Où il y a où il y a une espèce de programme universel à engranger. Voilà, je crois que on arrive à l'adolescence vraiment à un âge où ils apprécient de comprendre les choses pour ce qu'elles sont, mais de manière même pointue scientifiquement, d'aller loin dans. Ils adorent, par exemple, rencontrer des spécialistes, donc des gens qui sont à la fois passionnés et qui ont à la fois une très grande connaissance dans leur domaine. Et ça, ils adorent écouter, poser des questions. C'est vivant, ça résonne profond avec là où ils en sont, je pense, les adolescents. C'est-à-dire à vraiment aller dans la profondeur des choses, des sujets, et pas seulement effleurer comme on a pu le faire au primaire parfois. Voilà, c'est quelques-uns des paramètres. Après, il y a toute la dimension affective, relationnelle, sociale, qui est aussi très vivante. Mais là, ils n'ont pas tellement besoin de nous pour explorer ça, parce que ça se fait assez spontanément. Ouais. Quand on les laisse faire, vivre, ils vivent beaucoup les uns avec les autres, les uns sur les autres même, en grappe. Et ils se font des petites. Moi, je vois, j'adore observer des petits temps de lecture où ils sont quatre, cinq, la tête, des genoux, les uns sur les autres, comme des petits chatons, là. Et il y en a un qui lit un roman, par exemple, à haute voix, et puis les autres, ils écoutent. Et tous ces moments, en fait, c'est vraiment un âge très tendre en même temps et très, hum, très sensoriel, hein, comme on a pu l'être de 3 à 6 ans, mais il y a ce renouveau, cette sensorialité du corps, mais qui est tout dans la tendresse. Euh, et finalement, ce que je dis, ça peut paraître dénoté par rapport aux références qu'on a du monde des adultes, qui est plutôt un monde jeux vidéo, testostérone, avec de l'action, pas mal de violence, des films qui font des films d'horreur, etc., etc. Donc peut-être ça fait partie aussi de ce qui est stimulé, mais parce que aussi c'est toutes les multinationales qui décident aussi. Hein. Je crois que c'est pas que parce que ils adhèrent, c'est aussi parce que c'est la nourriture qu'on leur donne. Mais j'observe qu'il y a à côté de ça tout ce côté rond, tendre, câlin, empathique aussi, qui est vraiment au rendez-vous chez les ados quand on les laisse faire, quoi. Ouais. Mm. Et est-ce que tu vois une intervenante qui s'est beaucoup intéressée à Montessori aussi au niveau de l'adolescence me disait que pour elle, il n'y avait pas de crise en fait à l'adolescence si on accompagnait de manière adéquate. Tu es d'accord avec ça ou pas? C'est marrant parce qu'il y a 2 jours, mon fils qui a 15 ans, il me dit Maman, est-ce que tu estimes que nous avons fait une crise d'adolescence? Alors, ouais, non, franchement, il n'y a pas de crise. Enfin, dans le sens, si on appelle crise d'adolescence ces scènes d'opposition où il y a les portes qui claquent, où à partir du moment où on ne se dresse pas devant l'enfant comme un mur pour contrôler et garder vraiment la maîtrise de ce qu'il devient, mais qu'au contraire, on reste dans l'accompagnement. Hein. Moi, c'est vraiment l'image. On est côte à côte des personnes différentes à différents stades de la vie. Ça ne fait pas qu'il y en a un qui domine l'autre. Moi, mes enfants m'apprennent autant que je leur apprends, voire peut-être plus parfois. Donc, on est côte à côte, on chemine et puis ils traversent tout ce qu'ils ont à traverser. Forcément, l'adolescence, c'est une période sensible, hein, c'est une période particulière, comme toutes les périodes. Donc, il y a des caractéristiques qui sont présentes, mais ça ne veut pas dire que c'est pas plus une crise que Pas trop, à ce moment-là, il n'y a que des crises. Sinon, je veux dire, il y a la crise du bébé, la crise
du, La du- crise des de, 2 ans, de la crise l'enfant de des 2 ans qui dit non, la crise du 3-6 ans qui est beaucoup dans dans le limbique et l'émotionnel. Enfin, on n'en sort plus. Alors, si on voit le monde sous forme de crise, pourquoi pas. Mais en tout cas, sinon, non, c'est juste des phases différentes. Et moi, je n'ai pas l'expérience des portes qui claquent et des hurlements et des jeunes qui s'opposent parce qu'ils n'ont aucune raison de s'opposer, tout comme moi, je n'ai aucune raison de m'opposer à ce qu'ils vivent. On est là pour s'accompagner et pour se dire les choses de manière sincère. Si, c'est vrai que l'adolescent, il va peut-être essayer de faire des expériences nouvelles, de, de chercher comment ils peuvent quelque part s'imposer à eux-mêmes des sortes de rites de passage à l'âge adulte. Et donc, ils vont expérimenter des choses. Bon, et des fois, ça vient nous chercher un peu. Moi, je me rappelle du premier piercing de ma fille, Olivia. Je ne sais plus quel âge elle avait, parce qu'elle faisait son stage de troisième, je pense. Et elle avait choisi d'aller chez un tatoueur. Et au téléphone, elle me dit, Maman, si tu es d'accord, le tatoueur, il est d'accord pour me faire un trou, je ne sais plus où, je crois que c'était au nombril. Et là, moi, c'était vraiment beaucoup d'émotions et de perturbations parce que ça m'a demandé de faire une mise à jour de, ah oui, mon enfant n'est plus un petit enfant ni un jeune adolescent, elle va vers l'âge adulte, elle va vers ses choix, en fait, ses propres choix. Et à cet endroit-là, il va falloir juste accueillir que les choix qu'elle va faire, c'est peut-être pas les miens, quoi. Alors, ça, je le savais déjà, hein, parce qu'en plus, j'ai des enfants qui ont du caractère, donc c'était pas un souci. Mais lorsque ça vient me chercher à l'endroit où j'ai des jugements, et des jugements importants, eh bien, voilà, là, pour moi, c'était vraiment le moment de regarder en face que, ouais, l'autre être humain qui est là, que même s'il est sorti de mon ventre à un moment donné et qu'il a grandi dans ma maison et sous ma responsabilité, eh bien, je vais devoir accepter que les choix qu'il va faire vont peut-être être à l'opposé des miens et que ça sera OK et ça n'enlèvera rien à mon amour pour cet être-là et au respect que je lui dois, quoi. Ouais, ouais, Mm. ouais, c'est intéressant. Moi, je me suis déjà posé cette question-là avec ma fille qui a 4 ans, parce que pour certaines choses, elle a des goûts tellement différents de moi que déjà, des fois, je me dis, mais quand elle aura 14 ans, il va falloir vraiment je sais pas, que je revienne vers moi, voir ce que ça réveille chez moi, parce que, Ça, ouais, ouais. exactement. Mm, mm. Et qu'est-ce que deviennent alors ces jeunes qui passent par... bon, c'est une vaste question, mais en gros, qu'est-ce que tu vois comme un peu... ouais, qu'est-ce qu'ils deviennent les jeunes qui passent par votre école alors? Alors, cette question, on nous la pose vraiment souvent, presque à chaque fois. Je la pose, Et j'ai toujours... c'est une question classique. Oui, non, non, mais elle est légitime, hein, c'est pas le souci, mais j'ai du mal à répondre parce que pour moi, chaque jeune qui est venu ici, c'est vraiment une histoire particulière avec, bien sûr, chacun a sa couleur, quoi, chacun a son chemin. Euh, donc, pour dire un petit peu des généralités sur ce qu'ils deviennent, ce que j'observe, c'est que les filières qu'ils vont choisir sont le plus souvent en lien avec soit l'éducation, la vie artistique, l'écologie, la Mm, nature. Donc, on en a, voilà, pour donner un exemple, il y en a deux qui ont fait l'école de développement durable de Lyon, la Sup Écolidaire. Il y en a une qui a fait des études en environnement pour s'occuper des espèces à préserver. Actuellement, on a un ancien élève qui est rentré en fac de biologie parce qu'il veut s'occuper de la préservation des écosystèmes. Voilà, donc ça, l'écologie, c'est quand même une dominante. D'autant plus que dans leur choix de vie, bien souvent, ils vont s'orienter vers l'éco-construction, vers essayer de rassembler des copains pour faire un collectif ou d'aller vivre dans des collectifs, de faire du woofing,
Donc ça c'est une couleur quand même qui va revenir assez souvent dans les cheminements. Aller faire du volontariat, voyager, aller à l'étranger, découvrir, cet élan d'apprendre et de rencontrer qu'ils ont exploré ici, ils ne les quittent plus. Ils ont vraiment cette tendance à aller dans l'aventure, à aller vers ce qui les intéresse, leur passion, leur centre d'intérêt, plus que, vers une carrière, j'avoue. Il y en a peu qui, enfin moi j'en connais pas par exemple qui ont fait carrière dans le droit ou dans la médecine pour l'instant, on n'a pas à ma connaissance, de jeunes qui se sont orientés vraiment sur des plans de carrière comme ça. Et je les vois, tous ces jeunes aussi un peu dans l'expectative de voir comment ils vont pouvoir s'inscrire en tant que citoyens dans ce monde tellement déconcertant, encore plus là depuis la crise sanitaire. Donc j'ai l'impression que ce qu'ils ont vécu ici, ça leur sert vraiment de ressource, de point de repère. Oui, ben, il y a différentes manières de vivre. On peut s'engager aussi pour un mode de vie où on réduit notre empreinte écologique, où on est plus en accord avec les écosystèmes, où on détruit moins la nature, etc. Donc ça, c'est sûr que c'est un point d'ancrage, mais vraiment chez tous, qui est indéboulonnable. Ce côté très social aussi, où ils vont rencontrer beaucoup de gens, ils vont pas avoir peur de l'adulte, ils vont aller vers des générations très différentes pour se nourrir, s'orienter. Ça aussi, c'est un point d'ancrage très important. Mais ensuite, la forme que va prendre leur engagement n'est pas encore totalement définie, sauf ceux qui ont choisi des études en lien avec l'humanitaire, l'environnement, l'écologie, et ils sont quand même assez nombreux. Je n'ai pas fait de sondage, mais je pense qu'il y en a bien la moitié qui sont orientés de cette manière-là. Ouais. Ouais. Vous le vivez bien, donc il n'y ait pas d'avocat et de médecin. Oui, complètement, complètement. Il n'y a peut-être pas de médecin, mais il y a des thérapeutes en tout cas. Il y en a qui sont intéressés plus par le massage ou par la médecine chinoise ou des choses comme ça. Ce qui Donc, serait chouette, forcément. c'est la prochaine étape des avocats, mais qui aient cette conscience, tu sais, ce serait... Mais il y en a, Mais heureusement. c'est hyper nécessaire de toute façon. Je pense que c'est pas le métier qui est incriminé, hein, c'est l'usage qu'on en fait. Et dans tous les domaines, on a besoin d'avoir ce qu'on appelle des créatifs culturels, des personnes qui vont un peu faire bouger les lignes pour amener plus d'éthique et plus de responsabilité par rapport à l'environnement dans ces pratiques-là, évidemment. C'est très utile. C'est sûr. J'ai une toute mini dernière question, c'est est-ce que tu sais si votre école comme essaimée, enfin, est-ce qu'elle a été comme revendiquée comme un modèle par des écoles qui se seraient créées ailleurs parce que du coup, il y a des personnes qui viennent se former à l'université vivante Oui, et j'imagine certains qui portent des projets d'école. oui, absolument. Absolument. Et j'ai même accompagné des groupes qui ont monté des écoles pour, voilà, qui voulaient s'inspirer de la pratique ici de la ferme des enfants en France ou en Belgique. Donc oui, bien sûr, oui, il y a ça a fait des petits, mais pas dans le sens dogmatique ni modèle, parce que c'est pas notre philosophie en fait finalement. Bien sûr. Et l'invitation que je fais moi à mes stagiaires quand ils viennent, c'est vraiment que chacun trouve quel est son modèle et quelle est sa raison d'être voilà, être dans un projet qui lui ressemble vraiment et dans lequel il va pouvoir donner le meilleur de ce qu'il est, quoi. Donc, Oui, donc donc c'est des écoles qui ont chacune leurs caractéristiques propres. et donc tu accompagnes comme ça des porteurs de projets alors. S'il y a des Oui, personnes. ça m'arrive, oui, oui. J'ai avec beaucoup de plaisir, oui, d'accompagner des porteurs de projets qui se lancent dans l'aventure. Et une aventure qui est en plus de plus en plus difficile à mener parce que lorsque j'ai monté l'école, moi, il y a 20 ans, les lois et la réglementation étaient beaucoup plus souples qu'aujourd'hui. Tout à fait. Ben, merci beaucoup. Merci Sophie, c'était vraiment très précieux. Merci, Emeline, et puis bon sommet à chacun et chacune.